BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Patrick Martin, le président du MEDEF. Bonsoir Patrick Martin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser, beaucoup d'actualités. Il y en a tous les jours, j'ai envie de dire toutes les heures. Il y a encore la réaction de Donald Trump à l'instant à Davos, qui était en visioconférence, qui a dit attention, si vous ne produisez pas en Amérique, vous allez vous prendre des droits de douane. Vous nous direz quelle est votre réponse. Et puis là aussi, je voudrais avoir votre réponse par rapport aux déclarations, à l'interview ce matin chez nos confrères des Échos de Éric Lombard, le ministre de l'économie. On a le sentiment qu'il veut rassurer les entreprises, notamment sur la surtaxe, sur les allègements de cotisations sociales. Est-ce que vous êtes rassuré ce soir, Patrick Martin ? D'abord, il y avait effectivement lieu de rassurer les entreprises qui sont assez inquiètes d'une forme de déconnexion entre le débat politique et les réalités économiques, d'un certain nombre d'annonces à partir de là en perspective de la réforme des retraites, du PLF, du PLFSS. Après, donc ces propos sont effectivement rassurants. Autant que possible, il faut que ça se traduise dans les faits. Mais là, ça y est, la surtaxe, elle ne durera qu'un an au lieu de 2 ans. C'est quand même une victoire pour les entreprises. Oui, alors on peut toujours voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. C'est quand même 8 milliards d'euros de rendement de l'impôt qui en sont attendus. Je rappelle que pour les entreprises de plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça en fait quand même un certain nombre. Le taux d'imposition va monter sur 2025 à 35,5%. On va parler de Donald Trump. Aux États-Unis, il baisse le taux d'imposition à 15%. Ouais. Donc vous êtes mitigé ce soir. Ou vous êtes quand même rassuré? Non, on est attentif, un peu fébrile quand même, la conjoncture, le panorama politique, je le redis, mais on va être constructif, donc on entend avec satisfaction ce que le ministre des Finances a annoncé. Et juste, est-ce que vous le croyez lorsqu'il vous dit ça ne sera qu'un an? Oui. Venant de lui, oui. Avec un petit bémol, je cite ce cas, mais je pourrais malheureusement en citer d'autres. Ça fait 4 fois que l'État renie sa parole sur la suppression de la CVAE. Oui, on s'en souvient notamment Bruno Le Maire ici même. Le Conseil d'analyse économique lui-même, qui n'est pas le MEDEF, que c'est un impôt stupide. Je cite le Conseil d'analyse économique. Donc voilà, il faut restaurer cette confiance. Oui, mais vous êtes d'accord que pour l'instant, la diminution, voire la suppression de la CVAE, c'est pas du tout à l'ordre du jour, ou alors au contraire, vous avez eu quelques assurances? Je n'ai eu aucune assurance et je le déplore. Je le déplore parce qu'à nouveau, tout le monde convient, a fortiori, dans le contexte d'intensification de la compétition internationale, que les impôts de production sont une ânerie. Quand je vois l'argent qui est économisé ou pas sur d'autres postes, je me dis que le 1,1 milliard, c'est beaucoup d'argent, mais le 1,1 milliard que représente la CVAE, à la fois en termes de symbolique et de quantum pour les industriels en particulier, c'est essentiel. C'est dommage, ça envoie un mauvais signal. Sur la question de l'allègement des charges sociales, c'est la version soft, en fait, qui a été adoptée pour l'instant au Sénat, parce que ça y est, le budget a été adopté au Sénat et sera en commission mixte paritaire le 30 janvier prochain. Seulement 1,6 milliard au lieu de la version dure du gouvernement Barnier qui était à 4 milliards. En même temps, Éric Lombard, il dit « Mieux vaut ne pas rouvrir le débat, d'autant que ça ne touche pas les bas salaires ». Vous savez que pour les industriels que vous êtes, Patrick Martin, puisque vous êtes chef d'entreprise, il y a cette crainte en disant nous, on a besoin que ça ne soit pas que sur les bas salaires, parce que si on veut avoir des agents de maîtrise, si on veut avoir des cadres, les faire venir, on a besoin de ces allégements de charges. Il a dit pas tout de suite, Éric Lombard. Bien sûr, et moi je réitère la proposition du MEDEF, la proposition de longue date, qu'on rouvre globalement le sujet des rémunérations, des allégements de charges, pour remettre de la rationalité dans tout ce dispositif qui est devenu horriblement complexe. Et puis qu'on évite, on avait été demandeur, j'insiste, auprès d'Elisabeth Borne à l'époque, qu'on évite ces effets de seuil, ces effets d'éviction qui pénalisent tout le monde. Mais donc là, il dit, sauf que ça se fait pas en 15 jours comme ça, donc le ministre de l'économie, il dit on va rouvrir le débat. Vous dites banco, on sera là. J'insiste, nous étions demandeurs. Oui. Typiquement, les travaux qui avaient été confiés par Elisabeth Borne, qualité de Premier ministre à l'époque, Première ministre, aux 2 économistes Bozio et Wasmer, ne sont pas allés à leur terme sur, en particulier, l'arbitrage entre revenus du travail et transferts sociaux, singulièrement la prime d'activité qui coûte 11,5 milliards d'euros par an. Ça fait que des recettes en moins. Est-ce que vous pensez, même si vous n'êtes pas un macroéconomiste, mais est-ce que vous pensez que l'objectif de 5,4% de déficit est tenable ?
en 2025? Je pense qu'il est tenable à une réserve près, à une condition près. C'est que la confiance revenant chez les ménages, chez les entrepreneurs, l'investissement reparte, la consommation reparte, et qu'à partir de là, ça remette de l'huile dans les rouages en termes d'impôts, en termes de TVA, en termes de cotisation sociale. Il faut de la croissance. Ouais. Justement, toujours lui, le ministre de l'économie, qui a décidément dit beaucoup de choses ce matin, il a dit que le coût de la censure serait plus élevé encore que celui des concessions accordées au Parti socialiste. Ça, c'était avant le vote du Sénat. Est-ce que vous dites là, à la limite, il faut absolument qu'on ait ce budget, quitte à ce qu'il y ait un 49.3? Est-ce que vous dites, il faut tout sauf une censure, donc il faut un 49.3? On est parfaitement conscient du coût de l'instabilité ou de l'aléa politique. Après, c'est un dilemme pour nous. Jusqu'où faut-il aller dans les concessions pour obtenir soit le vote, soit l'abstention de telle ou telle formation politique? Donc, pour l'instant, on est sur une ligne de crête. On trouve qu'il y a quand même eu beaucoup de concessions et on trouve surtout qu'il n'y a pas suffisamment, en tout cas, d'efforts d'économie structurelle sur la dépense publique. Oui. Est-ce que vous êtes capable de chiffrer un peu pour les entreprises le coût de cette instabilité politique? Parce que là, on a eu 6 mois, enfin maintenant ça fait presque 7 mois. Est-ce que vous pouvez le chiffrer? On reviendra ensuite sur les chiffres pour le coût de défaillance d'entreprise, parce que là, il y a de nouveaux chiffres qui viennent de tomber qui montrent que c'est vraiment très, très, très difficile. L'OFCE l'avait chiffré, 0,3% d'impact sur le PIB annuel. Moi, je partage ce chiffre, comme je partage d'ailleurs les chiffrages qui ont été donnés par le gouvernement sur le coût de la dernière censure. Oui. Mais pardon, ça ne s'adresse évidemment pas au ministre de l'économie et des finances, mais assez généralement la classe politique. Il y a ce vieil adage, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Nous, chefs d'entreprise, on observe ce balai politique avec une forme de dépit, d'inquiétude. Nous, on a vraiment besoin de stabilité, on a besoin de perspective. Pour vous, ce sont des turpitudes politiques, Patrick Martin? Oui. Oui. Oui, parce que... C'est un mot fort. Oui, mais il me semble que ça n'a échappé à personne. Il y a une forme d'autocensure, je dirais, de certains décideurs politiques, de certaines formations politiques qui, je crois le savoir, partagent d'abord un constat sur la fragilité de l'économie française, sur la nécessité d'accélérer en termes de croissance, d'innovation, de formation, d'investir, et puis qui, dans un contexte politique que l'on connaît, ne s'expriment pas, en tout cas n'expriment pas autant leurs convictions, ne les traduisent pas suffisamment dans leur vote. Contexte politique intérieur, national, difficile. Contexte international, j'ai envie de dire, ô combien difficile. Je ne sais pas si vous avez pu écouter tout à l'heure l'intervention de Donald Trump à Davos, et qui disait, là, en visioconférence, qui disait « Venez produire en Amérique, sinon vous allez payer des droits de douane ». Qu'est-ce que vous lui répondez? Banco, on va produire aux États-Unis? Bon, d'abord, son propos n'est pas une surprise. Et à vrai dire, c'est un peu ce que Joe Biden avait déjà fait. Donc, c'est les investissements, c'est le transfert de l'épargne aussi vers les États-Unis, transfert massif d'épargne européenne. Bon, on peut pas être indifférent à ça. Faut-il riposter par des droits de douane en mesure de rétorsion? Je pense que c'est pas la bonne solution. En tout cas, c'est pas une solution suffisante, définitive. Donc, ça peut s'imaginer au cas par cas, temporairement. Non, la vraie réponse, c'est que l'Europe se remette à niveau, et elle en a les moyens. Oui, mais est-ce qu'il faut riposter à quel niveau? Parce que je ne sais pas si vous avez vu, là aussi, c'était à Davos, la directrice générale de l'OMC, qui a dit « Attendez, restons calmes. Il ne faut pas de surenchère, il faut rester calme ». Ce que disait aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, que j'ai reçu lundi. Est-ce que vous restez calme ou vous dites non, il faut quand même de la fermeté ou être droit dans ses bottes, comme l'a dit encore une fois Éric Lombard? Je ne dirais pas ça comme ça. Être calme, ça ne veut pas dire être inerte. Donc, il faut, sur la base en particulier du rapport Draghi, des premières déclarations qu'a pu faire Ursula von der Leyen quand elle était renommée à la tête de la Commission, qu'on mette en œuvre tous les dispositifs qui sont parfaitement identifiés et qui permettront à l'Europe de regagner en compétitivité. Et on trouve qu'il y a une forme d'inertie, de latence dans la décision. C'est vrai au niveau européen, c'est vrai au niveau français, qui là peuvent créer des vraies difficultés. Ne soyons pas inertes. Oui, mais donc concrètement, c'est au niveau européen, qu'est-ce que vous demandez ? Qu'on s'accorde, parce que c'est une urgence, singulièrement pour les Français, sur le marché de l'énergie.
Oui. Oui, parce que là aussi, on a entendu les déclarations de Donald Trump extrêmement fortes. Oui, absolument. Qu'on mette en œuvre le plus vite possible l'union des marchés de capitaux, la possibilité pour les banques de titriser beaucoup plus qu'elles ne le peuvent aujourd'hui, qu'on se réinterroge sur un certain nombre de stratégies industrielles, je pense à l'automobile en particulier, parce qu'on voit bien qu'il y a une déstabilisation grave, y compris sur le plan social, de toute la filière automobile, jusqu'aux concessionnaires d'ailleurs. Et puis, il y a un signal que j'ai trouvé très intéressant au niveau européen, alors que ça n'est pas une compétence européenne, c'est l'installation d'un commissaire au logement. Et on a en France singulièrement, mais c'est vrai dans d'autres pays européens, un vrai problème avec le logement. Il faut là aussi se reprendre en main. Oui, et puis vous, je crois que dans un instant, vous allez faire une proposition justement importante. Juste avant, est-ce qu'on peut dire que 2024, c'est vraiment une année noire pour les entreprises et pour l'économie française? Il y a l'entreprise historique, la Fonderie de Bretagne, qui a été placée là, il y a quelques instants sous redressement judiciaire. On sait qu'il y a aussi ArcelorMittal qui dit attention, sidérurgie européenne, les sites, ça se trouve, ils sont vraiment en sursis. Il y a les Galeries Lafayette, la Maison du Monde. Il y a les chiffres qui viennent tomber, là, le bilan 2024 des grèves des tribunaux de commerce qui confirme que les défaillances et les radiations sont en très forte hausse en 2024, plus 17,9%, plus 9%. Est-ce que pour vous, le bilan 2024 va être très lourd ? Il faut voir la tendance ou la dynamique. Il y a une dégradation qui s'est accélérée sur la fin de l'année. La dissolution n'a pas aidé, mais ça va au-delà. D'ailleurs, moi j'observe que le MEDEF, son président, dès la rentrée de septembre, fin août même, avait alerté sur la dégradation de la conjoncture. Certains commentateurs disaient ils font comme d'habitude, ils se plaignent, ils crient avant d'avoir mal. On vit, nous, le quotidien de l'économie, donc on savait à peu près de quoi on parlait. Donc moi, ce qui me préoccupe, c'est la trajectoire. C'est-à-dire que on a une fin d'année qui, je le redis, a probablement été ponctuellement en récession. On sait maintenant que le début d'année sera très mou. La Banque de France elle-même a dit qu'il n'y aurait pas de croissance sur le premier trimestre. Donc il y a de vrais signes de préoccupation. Il y a des plans sociaux qui se multiplient. Et puis on perd des parts de marché et les carnets de commandes ne se remplissent pas. Donc il faut vraiment envoyer des signaux forts. Ça renvoie à ce que je disais des déclarations d'Éric Lombard et de la nécessité qu'elles se traduisent dans les faits. Vous avez croisé juste avant de rentrer en studio Sophie Binet de la CGT qui était l'invitée de confrères de BFM TV. La CGT a sorti des chiffres, 310 plans sociaux, plus de 200 000, 240 000 emplois menacés. Est-ce que vous êtes aussi sur cette épure-là au MEDEF ? On peut avoir des convergences avec la CGT. La preuve, nous partageons ce diagnostic inquiétant, comme l'est celui comme le sont les chiffres des tribunaux de commerce que vous avez évoqués. Donc, mais ça renvoie toujours à cette même exigence que la confiance soit rétablie, que le budget soit voté, qu'il ne soit pas trop ravageur pour les entreprises, parce qu'en l'état, c'est quand même 12 à 13 milliards d'euros de charges supplémentaires qui vont peser sur les entreprises. Alors, bien sûr, on peut se dire c'est moins que ce qui avait été imaginé à un moment donné. Oui, mais ça va pas tellement dans le sens de l'histoire et de la compétition internationale. Est-ce que vous observez, soit de la part des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs, un exil? On parle beaucoup de l'Italie, mais aussi vers l'étranger. Est-ce que déjà vous vous êtes saisi de cas comme ça au niveau des chefs d'entreprise? Et est-ce qu'il y a des entreprises qui vous disent écoute, moi cette situation elle est intenable et je vais partir notamment aux États-Unis? Alors vous parlez des individus ou des entreprises? Les deux. Les individus, je ne sais pas vous répondre. Oui, il y a des interrogations. Mais enfin, là aussi, les dernières déclarations, par exemple, sur le PFU sont plutôt sur rassurantes. La flat tax, le PFU, on a besoin de stabilité. Il n'y a pas de système fiscal parfait, mais il faut qu'il soit compétitif, lui aussi, par rapport au reste du monde, y compris sur la fiscalité du patrimoine. Donc là, je ne sais pas vous répondre. Sur les entreprises, oui, je suis affirmatif. Mais je le redis, c'est vrai de l'épargne. Il y a ce chiffre absolument effrayant. 220 milliards d'épargne française investie dans les bons du Trésor américain. C'est un chiffre du Trésor américain fin 2023, 330 fin 2024. La France va emprunter 300 milliards d'euros cette année. Il y en a déjà 110 qui sont partis aux États-Unis. On marche sur la tête. Laissons l'épargne en Europe, en France, mais pour qu'elle reste en Europe et en France, il faut qu'il y ait un rendement, une sécurité et une fiscalité attractive. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité quand même, notamment des grandes entreprises? Parce que quand même de maintenir la France un peu la tête hors de l'eau, quoi. Est-ce que vous ne sentez pas une responsabilité? Bien sûr que si, on sent une responsabilité. C'est pour ça qu'on va être contributeur au redressement de la France, au redressement de l'Europe. Mais une entreprise a un objectif de survie. Et quand vous avez un marché aussi important que celui des États-Unis qui risque de se fermer pour vous,
et qui est un marché en pleine croissance. Ben, c'est parfaitement logique que vous vous y intéressiez et que vous vous adaptiez aux circonstances, en l'occurrence à la menace de barrières douanières. Moi, ça ne me choque pas. En plus, avec cette fiscalité, puis ce coût de l'énergie. J'insiste sur un point. Toutes les entreprises ne peuvent pas le faire. Ben non, c'est pour ça que je disais les grandes entreprises, évidemment. Eh oui. Ou certaines ETI ou PME qui sont d'ores et déjà très exportatrices ou internationalisées. On le sait, c'est déplorable, mais c'est ainsi. C'est pas la majorité de l'espèce. Donc les gogos dans l'affaire, ce sont les entreprises qui vont rester en France et qui vont se faire enfoncer la tête dans l'eau si on n'y prend pas garde. Mais cela dit, il y a aussi un problème pour les entreprises. Il y en a beaucoup, les Stellantis, Schneider, qui ont installé des usines à la bordure, à la frontière mexicaine. Et là, à mon avis, la situation aussi va être assez complexe à dénouer. Qu'est-ce que vous proposez là? Je crois que vous avez une envie, en tous les cas, un message à faire passer au gouvernement, Patrick Martin. Oui, alors d'une manière générale, j'insiste pour l'Europe, pour la France, il faut que nous accélérions. Et nous, on a dans nos cartons, prêt à l'emploi en quelque sorte, un projet de loi d'accélération qui permettrait, en s'inspirant de ce qui a été fait par l'État lui-même, pour la Solidéo, les Jeux Olympiques, pour Notre-Dame, antérieurement pour Euro Disney, pour Toyota, c'est-à-dire des procédures dérogatoires sur un certain nombre de registres et qui permettront de doper, d'accélérer en particulier l'investissement industriel. Et cette loi... Et le logement. Et cette loi d'accélération économique, vous l'avez testée, vous voyez, elle est prête d'aller dans vos cartons. Vous me direz, on peut s'inspirer effectivement, comme vous l'avez dit, de ce qui a été fait pour Notre-Dame ou les Jeux Olympiques. Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous avez adressé un projet de loi au ministère de l'économie? Mais ça se fait dans la minute, donc on va le faire évidemment. Donc là vous faites l'annonce. Ça s'inscrit dans ces réflexions en cours au niveau européen sur CSRD, CS3D, taxonomie, au niveau français avec tous ces travaux qui ont été menés par l'Assemblée nationale, le Sénat lui-même, sur la simplification. Voilà, il faut passer à l'acte. Oui. Et ça, vous la demandez quand? Le plus tôt possible. Mais de toute façon, le projet de loi simplification doit passer. Donc on peut avoir un amendement avec cette loi d'accélération qui, dans des conditions bien définies, sur des projets bien définis, permettrait de gagner des mois et des années dans certains cas. Il y a la question des retraites, évidemment. Juste avant, il y a pas mal de discussions autour du versement mobilité. Évidemment, Éric Lombard a évoqué ce sujet. Il a dit que les entreprises doivent payer, je le cite, aux régions, et ça doit augmenter. Le débat est ouvert au Sénat. Carole Delga, qui est présidente de l'Association des élus des régions de France, elle dit elle est favorable. Quelle est la position? Parce que c'est payé, évidemment, par les entreprises. Alors c'est payé à hauteur de 9 milliards d'euros par an par les entreprises, avec une accélération incroyable, bien au-delà de l'augmentation de la masse salariale, pour des raisons techniques. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a des périmètres d'autorité d'organisation de la mobilité qui n'en finissent pas de grandir. Les collectivités locales s'organisent ainsi, parfois en intégrant des territoires où d'ailleurs il n'y a pas d'offre de transport en commun, donc il y a un effet base qui est assez ravageur. C'est un impôt de production, ça pèse sur le coût du travail. Nous, on a fait des propositions de financement alternatives. Notre propos, c'est pas du tout de dire qu'il ne faut pas investir sur les transports en commun, la décarbonation, les infrastructures, évidemment non. On a fait une proposition de conserve avec l'Union des transports publics, qui est adhérente du MEDEF, mais c'est SNCF, c'est RATP, c'est Keolis, c'est Transdev, qui est une proposition, me semble-t-il, intelligente et qui ne pèserait pas sur le coût du travail. Ça serait bien qu'elle soit prise en compte. Qui consiste en quoi? C'est-à-dire qu'on flèche vers le financement donc de ces transports en commun de proximité, les ETS, les taxes carbone en quelque sorte, qui sont déversées dans un pot commun et qui ne sont pas fléchées vers un usage environnemental. Donc autant le faire. Donc vous, en tous les cas, vous êtes évidemment, enfin je ne sais pas si c'est évidemment, mais opposé à toute augmentation du versement mobilité ou pas, où vous dites on peut discuter. Mais on peut discuter de tout, mais à la fin, on ne peut pas nous demander tout et son contraire. On ne peut pas nous demander d'augmenter les salaires, de maintenir et d'augmenter l'emploi, d'être compétitif et nous charger, notamment avec ce versement mobilité. Je citais le chiffre de 9 milliards d'euros par an. On finance 50% des transports en commun de proximité, alors qu'il est établi que nos salariés ne sont utilisateurs que de 25 à 30% du trafic, ne représentent que 25 à 30% des passagers. Donc il y a une forme de distorsion, d'anomalie, d'injustice. Alors maintenant, venons à cet autre gros dossier, ce conclave. Et la première réunion a eu lieu de ce conclave. On a l'impression que c'est un peu le compromis introuvable, ou alors le concours Lépine, il y a des solutions un peu dans tous les sens. Juste une question comme ça, vous avez rencontré Pierre Moscovici, donc le premier président de la Cour des comptes, qui est responsable de cette mission flash sur la vérité des chiffres.
Vous l'avez rencontré? Je sors de chez lui. Ah. Mais, alors qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit qu'on se prêterait à l'exercice parce qu'on se doit de se prêter à l'exercice, mais comme je l'avais dit au Premier ministre lui-même, à certaines conditions, on sait que autant que possible, il faut trouver un compromis, mais pas n'importe lequel. Oui. Et pour commencer, nous serons exigeants sur le fait qu'une éventuelle réforme de la réforme garantisse et, si possible, améliore le rendement financier de la dite réforme. Mais alors, d'abord sur la vérité des chiffres, parce qu'on voit bien qu'il y a un peu une opposition. D'abord, il y a Gilles Bercel, qui est le président du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui a dit attendez, nous, on a sorti les chiffres. Et puis les chiffres qui ont été cités par le Premier ministre, par François Bayrou, en fait, c'est qu'il mélange, en tout cas, il prend la retraite privée et la retraite publique. Est-ce qu'il a raison ou pas? Alors moi je laisserai les experts expertiser les chiffres. Quand même. En confiance, la Cour des comptes, le corps, etc. En revanche, j'ai une grande prévention s'agissant de cette espèce d'amalgame que l'on ferait entre les retraites publiques et les retraites privées. Je m'explique. Les retraites publiques, d'une certaine manière, on les paye déjà en tant que contribuables, nous-mêmes entrepreneurs. Ah oui. Le risque, c'est que si on crée à un moment donné un pot commun, eh bien, se concrétise ce dessein coupable qui avait déjà été imaginé il y a quelques années et auquel on s'était opposé, c'est-à-dire de transférer des réserves et des excédents des retraites privées vers les retraites publiques. Ça veut dire qu'on paierait deux fois, en tant que contribuable et en tant que cotisant. Et donc moi, j'ai émis une énorme réserve en disant, y compris au Premier ministre, on se prêtera à la discussion sous réserve que nous soyons dans notre champ de légitimité, le secteur privé. D'accord, le secteur privé, et que le secteur privé, et vous ne voulez pas d'interférence politique dans le cadre de ces fameux conclaves, parce qu'a priori, il y aurait des interférences, en tous les cas, il y aurait des personnalités. Alors, je n'ai pas encore très bien compris quelle forme ça prendrait, mais oui, il y aurait, semble-t-il, une espèce de groupe miroir composé de parlementaires. On ne peut pas, d'un côté, dire on fait confiance aux partenaires sociaux, et on les laisse travailler en autonomie, et puis les flanquer, en quelque sorte, de mentors qui seraient des parlementaires, pour lesquels on a le plus grand respect. Mais c'est de deux choses l'une. Moi, je fais confiance à la démocratie sociale. On a démontré encore récemment qu'on savait aboutir à des accords touchants, y compris aux retraites, l'accord senior. Moi, ça me met mal à l'aise, si vous voulez. Donc c'est niette ou c'est où vous composez comme vous avez composé un peu depuis le début, Patrick Martin. Non, mais je crois que le Premier ministre est très attaché, malheureusement, de mon point de vue, si c'est ce pot commun public-privé, on ne se prêtera pas à l'exercice. D'accord, ok. Et si, dans la deuxième partie de ma question, c'était si jamais il y a effectivement des parlementaires, à l'effet miroir, pour reprendre votre expression, qui vont participer à ce conclave, est-ce que vous allez quand même vous y rendre ou pas? J'ai la conviction, j'ai la certitude que si on est sous surveillance ou sous les feux de la rampe, les uns et les autres, y compris le MEDEF, je parle des partenaires sociaux, on se figera dans des postures, alors que par principe, un conclave, c'est un huis clos. Et je peux affirmer, je citais les récents accords que nous avons signés, mais ça a été vrai dans le passé, qu'en responsabilité, on ne sait pas toujours, et c'est normal, mais quand même, aboutir à des accords. Mais il ne faut pas qu'on soit sous surveillance, il ne faut pas qu'il y ait d'interférence, parce qu'à ce moment-là, on se fige. Le Premier ministre, dans son discours de politique générale, vous en souvenez, il avait dit on va remettre un peu en discussion la réforme des retraites sans tabou, sans totem. Est-ce que vous êtes aussi dans cette... je vous ai écouté plusieurs fois, évidemment, vous avez répondu à cette question, mais vous êtes quand même dans cette disposition d'esprit, c'est-à-dire que même sur les 64 ans, vous acceptez de ne pas en faire un totem pour le MEDEF? Nous, on n'a pas de totem. Je signale au passage que dans son discours de politique générale, le Premier ministre a parlé de nécessaire puissance économique. Formidable. Donc, nous, ce qui nous importe, c'est que le rendement soit assuré. Et le rendement, en réalité, ça a deux conséquences. Il y a l'équilibre direct du régime des retraites, mais il y a les effets induits sur la croissance, parce que mettant plus de personnes à l'emploi, des seniors, il faut qu'on améliore les conditions de travail des seniors, on en est parfaitement conscient, eh bien, on dope également la croissance et le PIB. Donc, dans l'état où sont les finances publiques, dans l'état où est le pays, se priver de ça, ça serait extrêmement dangereux. Et je continue, comme on n'a pas de tabou, eh bien, moi, je veux saisir cette occasion pour poser beaucoup plus fondamentalement le sujet du financement de la protection sociale en ne le limitant pas aux seules retraites. On a peut-être sur les retraites des marges de manœuvre, des marges de négociation qui seraient sensiblement élargies si
d'un commun accord par définition, on s'accordait sur le transfert d'une partie de la protection sociale vers la fiscalité. Parce qu'on a un problème de compétitivité, on a un problème de coût du travail, et on a un problème de salaire net. Tout mis bout à bout, ça motiverait un transfert. Donc pour vous, en fait, si j'écoute bien ce que vous venez de nous dire, en fait, vous évoluez un peu, c'est-à-dire que la question des 64 ans, ce n'est pas un totem. Pour vous, ce qui est en train de le devenir, c'est le financement. C'est ça qui est important, et l'équilibre du système de protection sociale. Bien sûr. Et une bonne répartition. Et puis ça, non, mais c'est quand même, excusez-moi, mais c'est quand même, on veut dire un scoop dans notre jargon, mais c'est quand même incroyable. Vous êtes en train de nous dire, les 64 ans, c'est pas un totem pour nous. J'ai martelé que le préalable à la participation constructive du MEDEF à ces négociations, c'était la préservation et si possible l'amélioration du rendement de la réforme. Sauf erreur de ma part, je crois que c'est académiquement documenté, le levier le plus efficace pour améliorer le taux d'emploi des seniors, c'est la limite d'âge. Oui. Voilà. Ne jouons pas trop avec ça. Moi, je ne suis pas dans les postures. Si quelqu'un nous sort une solution formidable qui nous démontre que ça garantira l'équilibre des retraites, ça dopera la production et que ça passe éventuellement par une mesure d'âge différente, nous on est prêt à tout entendre, mais il faudra expertiser ça très finement et pas de plan sur la comète. En même temps, juste une dernière question, Éric Lombard, toujours lui, a dit ce matin, il n'est pas question en tous les cas de cotisation sociale pour les retraités, pas question aussi d'augmenter le taux de CSG, pas d'impôt sur les ménages. Oui. Bon. Ben, il y en a sur les entreprises. Et moi, si vous voulez, un de mes enjeux, c'est pas un enjeu personnel, c'est quand même de rétablir cette vérité première qui, de bonne foi, échappe à beaucoup de nos concitoyens et singulièrement des retraités. Beaucoup de retraités disent j'ai cotisé donc j'y ai droit. Non, non, ils ont cotisé quand ils étaient au travail pour leurs aînés et dorénavant c'est la génération ou les générations suivantes qui cotisent pour eux. C'est un système par répartition. Donc, ça veut dire que plus on fait supporter aux entreprises, aux salariés le coût de la protection sociale, plus on s'expose à un moment donné à ce que les retraites baissent, à ce que la couverture maladie baisse. Voilà, c'est bête comme chou, si j'ose dire. Merci beaucoup Patrick Martin d'avoir été avec nous, président du MEDEF. On le voit beaucoup de défis à tous les niveaux, à tous les étages, hein, j'ai envie de dire. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, vous retrouvez bien sûr Guillaume Paul avec une émission spéciale Allemagne. Ça aussi, c'est une bonne question, notamment pour les entreprises françaises. La grande interview sur BFM Business.